On va essayer de mettre à profit les 9 minutes qui nous restent. Voilà, pour poser des questions. Alors, on en pose une chacun. Je vous propose d'y aller tout de suite, comme ça, on gagne du temps. Non, Patrick, je te donne pas la parole. Qui veut la parole? Vas-y. Alors, je vais rien dire sur le fond, la défense du code du travail, parce que déjà la plupart des gens ici de ça sont d'accord avec ce que tu as dit, et tu le dis très très bien, et tu le dis à de nombreuses reprises depuis très longtemps. Je vais parler surtout de ce qui se passe vraiment en ce moment, de cette stratégie du pourquoi cette loi du travail maintenant, et de cette façon surtout, parce que s'il avait vraiment voulu que tout passe absolument idéologiquement, il n'aurait pas passé comme ça, de cette façon aussi salue. Moi, j'aimerais savoir ce que tu penses d'une théorie qu'on m'a évoquée, que j'ai trouvée pas bête, et j'aimerais savoir ce que tu en penses, qui est que justement, ce serait en fait une stratégie politicienne de la part de Valls pour pouvoir créer un gros mouvement social qui obligerait le président à céder, et que lui, refusant de céder, dirait « je quitte le gouvernement parce que moi je suis un réformateur » et pourrait se positionner en différenciation par rapport à Hollande. Je vais te dire franchement, j'en ai vu plein comme ça. Moi je pense qu'il y a une vraie bataille de coq entre Macron et Valls autour de Hollande, ça c'est clair. Que les uns et les autres, ils veulent faire du Renzi, c'est ce qu'on dit, ils préfèrent de l'orange et qu'est-ce que c'est, l'autre, et du jaune, plutôt que du rouge et du vert, quoi, et du rose, quoi. Ils veulent changer, casser, ça c'est vrai, ça. Mais je veux dire, intellectuellement, c'est des abrutis, l'un comme l'autre. Hein. Macron est un personnage, et il y a toujours dans les régimes en crise comme ça des personnages interlopes, des ovnis venus d'ailleurs. De Rasputin à Bernard Tapie. Hein. Et Valls est aussi un coq du même acabit, mais aucun des deux ne vaut rien du point de vue de leur assise sociale. Ils n'ont pas d'espace politique en France. La gauche est majoritaire en France, largement majoritaire. Elle s'abstient aujourd'hui. Et il a encore 24% pour les régionales. Et la droite, quand elle gagne en ce moment, elle gagne en pourcentage, pas en voix. Elle n'a pas progressé. Et donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de changement. C'est pour ça qu'il y a un tel espace. Moi, je suis persuadé que ça va marcher mercredi. Je suis persuadé que ça va marcher le 31 mars. Et je suis persuadé que la gauche est forte. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce qu'on subit, elle est divisée, râleuse, furieuse, amère, hargneuse, ou passive, abstentionniste. Mais Valls et Macron sont des fantoches. Et en plus... si c'était combiné tout ça, jouer avec un grand mouvement social, c'est nous donner le pouvoir. Si on a 1 million de personnes dans la rue, mais le Front National, il retourne dans les caves. Il n'occupe une place que parce que le mouvement social est en panne depuis 2010. Et il est en panne à cause de la trahison que nous subissons depuis 2-3 ans. Et ce qui se produit en ce moment, c'est qu'ils en ont fait... Le truc de Martine Aubry, c'était bien, c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a une addition entre Sapin, Hérault, Macron, Rebsamen. Et là, ils y sont allés pour les raisons de code de concurrence. Macron voulait que ce soit sa loi, l'autre voulait que ce soit pas ça. Il nommait le Khomri pour lui donner son nom, pour pas que ça soit Macron. C'est Shakespeare. Hein? C'est Shakespeare. Oui, un peu tout ça. Mais ça, c'est pas le complot, c'est la caricature. Ça vaut rien comme explication. Le rapport de force sociale en profondeur, il existe. Et si nous sommes 1 million d'ici le 31 mars, il ne faut pas trop attendre du 9. Les jeunes ne vont pas démarrer comme ça. Vous savez, la première manif contre le CPE, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue. Il y en a eu une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et les lycéens, ils ont perdu l'habitude de faire des assemblées générales. Mais quand ils vont s'y mettre, s'ils ratent la première, ils sauront faire la deuxième. Et il y a un climat en France qui est exceptionnel. Moi, je l'ai vécu dans des... Je vais faire les salles de présentation du film de Ruffin. Merci, patron. Et c'est des salles qui ne sont pas sélectionnées comme la nôtre de ce soir ou sur meeting, elles sont très diverses. Et chacune des salles, ça me fait des impressions de 68. C'est où les gens parlent librement, avec une envie politique, d'échanger, libre, ils attendent. Voilà, c'est ça qui est en train de se produire. Et ça peut vous nourrir une primaire facile après. Parce que vous aurez une solution politique. Hollande est battu. Chassez-le de votre tête, on va le chasser après. Et Valls ne peut pas remplacer. Par contre, il y a un espace énorme à gauche. Il y a une place pour des Bernie Sanders, des Jeremy Corbyn. Il surgira quelqu'un ou quelqu'une
pour combler l'espace vers lequel les gens veulent se tourner en rejetant cette loi. Et c'est là le paradoxe, parce que il y avait des exigences de Bruxelles, il y a des exigences du MEDEF, il y a ces connards de Valls-Macron. Puis Macron, c'est un illuminé, hein. Ils font ça. Hollande se dit oui. Puis en plus, il dit des bêtises. Même Hollande, quand il dit dans l'avion, il dit c'est pas tellement pour l'emploi, c'est pour un nouveau modèle social. Qu'est-ce qu'il lui a demandé de mettre un nouveau modèle social libéral, celui-là? Donc ils sont en panne, ils sont en fin de course, et il est en train de s'ouvrir quelque chose qui peut changer, mais pour nous, pas pour Valls. Vas-y, et après toi. Faites vite, posez vos questions directement, s'il vous plaît. On est tous d'accord. Qu'est-ce qu'on fait, Gérard? Le 9 mars, vous savez, il est là en ce moment. C'est-à-dire que cette réunion ce soir. Non, attendez, moi mon truc, je sais bien que je me répète en droit du travail. Pour beaucoup, vous m'avez déjà entendu. Mais il faut arriver à faire le boulot. Parce que c'est pas si facile que ça de convaincre des millions de gens là-dessus. Là, pour l'instant, il y en a beaucoup, les youtubeurs ont fait un boulot extraordinaire. On revient avec ça. Il n'y a pas seulement que la pétition. CQFD, là, on fait des meetings. Moi, j'ai un meeting tous les soirs jusqu'au 29 avril inclus. Et je ne peux plus répondre à la demande. Mais je ne suis pas tout seul, tous mes collègues de l'inspection s'y mettent. Donc, il faut multiplier les tracts, les interventions, le travail militant comme jamais on a fait. On a une opportunité qu'on n'a pas eue depuis 3 ans ou 4 ans. Et elle est là devant nous. Donc, on peut... Moi, j'ai dit au radio, j'ai dit, je suis pour la grève générale. Alors, il me saute dessus en disant, c'est le gauchiste excité du Parti Socialiste. Et j'ai dit, moi, je dis ça en tant que militant de base, je n'ai pas de responsabilité syndicale. Mais ça mérite une grève générale. C'est une trahison historique qui mérite une grève générale. Alors, les journalistes commencent à regarder en disant, il n'exagère pas. Puis après, il faut dire aux journalistes ce qu'ils sont. Il y a 38 000 journalistes, il y a 18 000 pigistes. C'est les premiers ubérisés. Donc, quand vous rencontrez les journalistes, dites-leur. Parce que leur peau est en jeu. Et après, les gens, métier par métier, commencent à le comprendre. Mais on a le travail à faire dans les 10 jours, 15 jours. Alors, on a une porte qui a été ouverte à la CFDT. Parce que moi, il y a des gens qui connaissent sur la CFDT. Moi aussi, je me laisse aller. Hein. Mais c'est quand même le deuxième syndicat de ce pays. Je n'ai pas d'ennemis parmi les syndicats. Je n'ai pas d'ennemis parmi les syndiqués. J'ai été invité en Alsace là, par les métallos CFDT de toute l'Alsace. Ils parlaient comme moi, ils m'ont fait une journée entière, j'ai fait la formation une journée entière, ils étaient comme moi. Et dans toute la CFDT aujourd'hui, il y a une partie de révolte. Et croyez bien que quand Martine Aubry, elle ne va pas jusqu'au bout de ce qu'elle dit, mais quand elle a pris position l'autre jour, ça a un impact dans la CFDT. Et quand Laurent Berger dit c'est la première fois en 3 ans qu'on ne m'a pas consulté avant, ça aussi, ça a un impact intérieur. Donc il y a une petite brèche qui est ouverte. Ils sont obligés d'appeler à manifester le 12. C'est ridicule. Ils veulent se coucher en signant déjà des accords avec Valls de façon à lâcher comme ils ont déjà fait en 2003. Mais ils sont quand même dans la seringue. Et le fait d'avoir été au début dans la seringue, ça a ouvert des espaces. Il y a eu une réunion avec les 10 syndicats. Et ça laisse des syndicats chez eux qui vont continuer. Et en ce moment, je vais vous dire quelque chose. Regardez bien sur Facebook. Allez voir la liste. Moi, je l'ai fait. C'est fatigant, mais beaucoup de travail. Mais sur la CGT, la liste FO. Puis après, vous allez sur le ministère du Travail. Aujourd'hui, en France, là, vous avez 350 à 400 conflits. Pour des effectifs, pour des salaires, pour des gars qui ont été maltraités ou des filles qui ont été virées, dans les hôpitaux, dans la poste, dans des boîtes, pour des licenciements, etc. Et ça, c'est un indice du climat dans lequel on est. Pas seulement les salles de merci patron, pas seulement le 1 million de signatures, mais le 1 million de signatures, il fait partie de ça. Vas-y. D'abord, vas-y. Une question, est-ce que on risque pas que la CFDT se comporte comme d'habitude, à savoir qu'elle soit d'accord dans la masse au départ, et puis que le gouvernement lui file un sucré qu'elle se couche? La deuxième question, très rapide, c'est les frondeurs, est-ce qu'ils pourraient descendre dans la rue, taper du poing sur la table, et puis se réunir avec les autres composantes de gauche, avec un G majuscule, pour rédiger un programme commun de gouvernement, et puis commencer à reconstruire pour 2017? Alors, première question, oui, la CFDT va faire ça très vraisemblablement. Mais plus il y a de rapports de force à partir du 9 mars, et même le 12 et tout ça, et plus c'est difficile pour elle de le faire facilement, ou avant le 31. Si on pousse jusqu'au moment où il y a le 31 et qu'elle n'a pas encore fait toute la manœuvre, parce qu'ils ont dit 15 jours, Myriam El Khomri disait encore 15 jours, c'est pas avant le 24. Le 24, on sera à 6 jours du 31. C'est pas un calendrier si facile que ça pour eux à manier. Ils peuvent le faire et trahir, comme ils l'ont fait déjà. Bon. Deuxième question, les réunions pour les primaires, elles se font en ce moment tous les 15 jours. La prochaine, c'est jeudi matin. Les réunions politiques avec les Verts, avec le PC, avec même une partie de gauche qui revient pas, ça dépend des horaires, pour faire les primaires, elles ont lieu. Et là, on est parti sur une plateforme politique. Moi, ma position personnelle, c'est qu'il faut une plateforme politique limitée de gouvernement. C'est-à-dire
ni libérales bien sûr, ni révolutionnaires, mais qui disent voilà, pendant 5 ans ce qu'on peut faire, on réaugmente les salaires, on redistribue les richesses, on fait la réforme fiscale qui n'a pas été faite, la réforme bancaire qui n'a pas été faite, on réduit la durée du travail, on revient à la retraite à 60 ans et on fait ça. Mais vous savez que c'est ce qui se passe au Portugal. Parce qu'au Portugal, regardez bien le Portugal, vous avez un gouvernement là-bas, Cambadélis, Laurent, Mélenchon. C'est dur à comprendre pour les Français. Mais là-bas, ils avaient une majorité, c'était ça, où ils laissaient la droite gouverner alors qu'ils avaient la majorité. Et ils ont réussi à se mettre d'accord sur une plateforme restreinte qui leur permet de gouverner. Résultat, ils ont augmenté le SMIC de 5%, ils sont à l'approche des 35 heures, ils ont embauché des dizaines de milliers de fonctionnaires, ils ont augmenté les salaires et repris les congés payés que la droite leur avait retirés. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec l'Europe? Parce que c'est toujours la question derrière. Eh bien, l'Europe, elle n'a rien dit sur le budget portugais. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui est passée inaperçue. Parce qu'ils n'ont pas voulu ouvrir un deuxième front après la Grèce. Et donc, en vérité, l'Europe est tellement en crise qu'elle commence à ne plus avoir le moyen, dans le deuxième pays, d'imposer ce qu'elle a spectaculairement et violemment imposé aux Grecs. Mais si vous avez un changement en France à nouveau à gauche, nous aurons les coups des franges. Personne ne nous empêchera de faire ce qu'on veut. Et les marchés financiers ne feront pas le chantage qu'ils menacent de faire. Mais ça, pour ça, il faut avoir la volonté politique qu'Hollande n'a pas eu. Bon. Et donc voilà, je dis ça parce que ça permet de tracer une autre... Je suis très portugais en ce moment. 2 dernières questions et après on conclura. Vas-y, je t'en prie. Oui, je redescends d'un niveau là, au niveau du droit, sur les auto-entrepreneurs, RSI, tout ça. Bon, tu en parles, mais je pense que c'est important. Lié aussi aux gens qui sont avec les donneurs d'ordre, les cascades. Est-ce qu'on ne peut pas approfondir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes il faut voir aussi ils s'auto-exploitent parce que quand ils sont jeunes, ils ne payent pas de... Quand j'ai discuté avec des mecs, les cotisations de retraite au RSI, c'est rien du tout. Donc ça leur permet d'avoir la grosse voiture, de partir en week-end au détriment de leur santé, de toute leur protection sociale. Donc ils s'auto... Bien sûr, et le VTC que j'avais interviewé là, je lui dis ça va la santé, il me dit j'ai un ulcère. Puis je dis votre vie personnelle, il me dit ma copine m'a quitté. À 120 heures par semaine, ça ne me surprenait pas. Et les gars, ils ne peuvent pas tenir plus de 2 ans, 3 ans. Alors ils se disent cyniquement, de toute façon avec la fougue de la jeunesse, je vais tenir 2-3 ans, je me fais du fric, je verrai après. Mais après, il y a des accidents de voiture. Parce qu'il y en a un qui s'est renversé sur le magenta, il y en a un autre qui, etc., etc. Donc en vérité, les problèmes augmentent. Et les VTC eux-mêmes se sont quand même organisés, ont quand même tenté de faire un syndicat, sont allés occuper les locaux du père et ont manifesté pour avoir un bulletin de paie. C'est-à-dire que tôt ou tard, une partie de ces gens-là se retrouvent dans des situations comparables. Et ensuite, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que le RSI va s'écrouler. Et moi, je suis pour fermer le RSI. Tout le monde a la sécurité sociale. J'ai même un mot d'ordre qui va avec. Il ne faut pas que je dise complémentaire, justement. C'est que je suis contre le millefeuille de complémentaires d'assurance, de prévoyance et de machin, etc. Je suis pour une seule cotisation de tout le monde à la sécurité sociale. Et donc, de cette façon-là, en plus, ça fera des économies pour un coup là. Parce que ça, c'est le fromage de FO. Oui. Complémentaire. Oui, mais ça, c'est bien ça. Et donc, voilà, on peut faire avec les jeunes, avoir ça. Ensuite, pour les PME, les PMI, les ETI, 80% d'entre elles sont dépendantes de donneurs d'ordre. Et 50% des 80% n'ont qu'un seul donneur d'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas d'indépendance. Donc c'est pour ça que quand, par exemple, l'État croit donner du fric aux PME, il remonte. Vas-y, je t'en prie, il y aura une dernière question. Démonstration de 2 arguments sur le terrain, surtout, c'est une question. Est-ce que tu crois qu'on est prêt pour justement faire passer de nouveau cette idée de partager le travail pour créer de l'emploi? Et que c'est peut-être ça un message qu'on doit faire passer. Pour moi, c'est l'idée. Et on voit bien qu'il y a pas mal de tendances, écolo aussi, alternatives, qui sont un peu dans cette mouvance. Mais c'est peut-être ça qui passe moins bien, même dans cette tranche de gauche dont tu parles. Deuxièmement, un autre argument de poids qui me paraît important, et même dans le prolongement de ce que va dire mon camarade, c'est le coût de toute cette destruction massive du code du travail depuis longtemps. Le coût à la sécurité sociale, le coût des maladies, le coût d'une jeunesse ou d'une vieillesse. Est-ce que
ça pourrait être une idée jusqu'au 31, de trouver, par rapport à ces millions de chômeurs, ce coût à la France de détruire les gens comme ça. Alors, je partage ces deux observations. Moi, je crois que en matière de partage du travail, il faut expliquer qu'il est déjà partagé. Donc, il l'est mal. Il faut le faire bien. Et comme ça, on surpasse l'idée des gens partagés. On surpasse l'idée. De toute façon, on a 850 000 naissances, sauf l'année dernière, pendant donc 15 ans. Ça fait un supplément, parce qu'il y a à peu près 500 000 décès, ça fait un supplément de pratiquement 350 000, 400 000 demandeurs d'emploi chaque année à partir de 2018 jusqu'en 2030. Si on ne diminue pas la durée du travail, on a 10 millions de chômeurs à l'arrivée. C'est incontournable. Ça, c'est fort comme argument. Le deuxième argument, évidemment, qui détruisent des choses terribles, parce que bon, l'espérance de vie est en train de reculer à nouveau en France, en bonne santé ou tout court, les maladies réaugmentent tous, les soins, etc. Enfin, toute une série de choses, on le sait, statistiquement recule, la misère a grandi, le nombre de pauvres, c'est-à-dire en dessous de 900 €, c'est quand même près de 9 millions maintenant. Donc en vérité, mais ils s'en foutent, parce que leur marge augmente. Les riches n'ont jamais été aussi nombreux, les pauvres aussi. Voilà, c'est ça le fond. Et ils s'en foutent, ils sont impitoyables. Suzanne Georges, que j'aime bien, elle dit: ils ne s'arrêteront jamais. Ils sont insensibles à toute humanité. C'est pas leur problème. Et la seule chose qui peut les arrêter, c'est le rapport de force. Je dis pas qu'il faut les pendre, je dis qu'il faut au moins mettre la corde autour du cou. Je dis pas qu'il faut la serrer. Mais quand il y a la corde autour du cou, alors ils sont obligés de négocier et d'arrêter avec nous. Dernière question, j'ai une toute petite question sur, on en a parlé, le message un peu tous indépendant, la précarisation à outrance. Il y a des fausses bonnes idées qui émergent du type revenu global, revenu universel, enfin tous ces trucs. Et moi je trouve que ce sont des saloperies, des fausses bonnes idées, mais j'aimerais savoir si c'est faute à la même. Alors, moi je suis utopiquement et historiquement pour, je veux dire. Mais vous savez, j'aime bien, si vous l'avez lu beaucoup, je ne peux pas en parler à ce temps-là, Bernard Friot, qui est, à mon avis, le gars qui développe le plus la transformation du salariat, en gros, de plomb en or, quoi. Enfin, bon, et qui montre comment on peut fonctionner autrement. Il montre ça à partir des retraités. Vous descendez la retraite, vous la descendez à 55, vous la descendez à 50 ans. Les retraités de ce pays produisent plus, avec le revenu qu'ils ont, ils font plus de choses que même quand ils sont actifs. Bon, je crois que j'en suis un témoin. Hein. Mais c'est vrai ces choses-là. C'est pas vrai que les gens restent couchés le matin chez eux. Ils font les choses qu'il y a et ça aide. Bon, il démontre très bien ça, Bernard Friot. Sauf que quand je fais des meetings avec Friot, un jour il m'avait dit la chose comme ça et je l'ai bien partagé. Il m'a dit: Filoche fait le recto et moi le verso. Lui, il se bat tous les jours pour l'augmentation des salaires et moi j'explique comment on va dépasser le salariat. Et la vérité, c'est que je crois qu'on ne peut pas faire les deux choses. On peut parler de l'une et on peut se battre pour l'autre. Et c'était comme dans les statuts de la CGT, il y avait écrit qu'on était pour l'abolition du salariat. Mais pour abolir le salariat un jour, il faut se battre tous les jours pour l'augmentation des salaires. C'est ça la bonne méthode. Quand vous avez obtenu des acquis, des droits, moins d'heures de travail, vous savez, dans le droit à la paresse, Paul Lafargue, j'en avais fait la préface là, il disait à la fin, on travaillera 3 heures par jour et on ira tous au théâtre après. C'est vrai, ça n'est pas impossible, mais c'est tellement théorique dans l'humanité actuelle que nous sommes loin de ça. Donc la bataille même idéologique, c'est de reconstruire l'idée d'un devenir collectif, alors que ça charge toujours à votre carte personnelle d'activité, quoi. En gros, hein. Et donc la vérité, c'est de reconstruire ce droit, cette espérance collective qu'ils morcellent dans tous les films, dans tous les médias, dans toute leur propagande, et elle est puissante. On va en rester là. Mercredi 14h, place de la République. Enfin, ça me paraît être le débouché naturel, pour ne pas dire absolument obligatoire, de notre échange. La semaine prochaine, nous aurons, dans le cadre de l'école de la formation, un échange sur la création culturelle, facteur d'émancipation collective et individuelle. Et la semaine suivante, on aura... Alors, la semaine du 18 avril, pardon, parce qu'il y a les vacances entre-temps, il y aura un échange sur les gauches en Europe avec notre camarade Rémi Lefebvre. Et vu les perspectives que tu as indiquées, notamment en Grande-Bretagne, il faut qu'on soit... Et au Portugal. Et au Portugal.